V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées. Et le restaurant Parmesan, tous les soirs, c'est la Dolce Vita au restaurant Parmesan, sont heureux de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une grande américaine, une Plymouth Fury 1958. Une très jolie voiture dessinée par M. Virgil Exner. Donc, sans perdre un instant, je vous la présente avec M. David Saint-Pierre. En 1957, Chrysler procéda à une refonte complète de leur modèle qui avait connu beaucoup de succès dans les années précédentes avec leur Forward Look. Virgil Exner, le dessinateur en chef, continua sur le même thème en ajoutant du volume aux ailes arrière et en abaissant la hauteur des voitures grâce à la nouvelle suspension à barre de torsion moins volumineuse que les ressorts à boudin. La Plymouth, comme les autres produits de la compagnie, avait une allure beaucoup plus élancée, même si dans les faits, elle était plus courte que les modèles précédents. Les ailes étaient tellement bien intégrées à la carrosserie qu'il est difficile de l'imaginer sans celle-ci. Pour 1958, la Plymouth se déclinait en 5 modèles: Plaza, Savoie, Belvédère en 2 et 4 portes sedan, hardtop et décapotables, les familiales Suburban et la toute nouvelle Fury, livrable en hardtop et 2 portes. David, tu es propriétaire d'une Plymouth 1958 de modèle Fury. C'est une vedette de cinéma dans le film Christine qui est sorti en 1983. Mais toi, tu as eu la chance de tremper dans la potion magique toute jeune. Oui. Dès le plus jeune âge, mon père avait des voitures anciennes. Alors, je l'ai suivi dans les expositions d'auto un peu partout au Québec, dans des sorties, des voyages, un tour de la Gaspésie en vieille voiture, donc très jeune. À partir de quel âge quand tu dis très jeune? 8-9 ans, certainement. 8-9 ans? Oh oui, puis les expositions de voitures, moi, je me souviens ici à Québec, l'expo sur les plaines d'Abraham, dans le temps que ça fait c'était longtemps, là. Ça fait longtemps et on y était. Alors, j'ai pas mal toujours resté avec un certain intérêt pour les autos anciennes à partir de ce moment-là. Tu suivais ton père? Oh oui, je le suivais un peu partout, puis je me suis mis à aimer ça moi-même, à courir les pièces pour restaurer les vieilles voitures avec lui. Donc, c'est sûr que ça m'a permis de découvrir ça moi-même puis d'aimer ça. Parle-moi là un peu du voyage en Gaspésie. Ça devait être le fun en tabarouette avec son père, voiture antique. Vous étiez un groupe de voitures? Oui, je me souviens plus exactement combien il y avait de voitures. Il y avait peut-être une quinzaine de voitures. Le club d'auto ancienne de Rimouski, à l'époque, avait fait le tour de la Gaspésie. On avait loué des motels partout, puis on restait en groupe. C'était vraiment très agréable. Ça, j'avoue, ça n'avait pas été une très belle expérience côté météo, mais c'est pas grave. Dans ces vieilles voitures-là, c'était juste intéressant de voir les gens qui se retournaient pour voir la parade passer. 15 vieilles voitures qui suivent en Gaspésie, c'était bien. Là. Puis côté social, c'est tellement agréable. On soupe ensemble, on va visiter ensemble, on se regroupe. C'est juste du plaisir, ça. Absolument, oui. La première voiture significative, pas celle que tu as achetée, mais significative pour toi, que tu as dit « Wow, ça, j'aime ça ». Bien, c'est sûr que le film Christine y est pour quelque chose. Je dois dire que la première auto qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est la Plymouth 1958 dans ce film-là. C'est clair que cette image-là n'est jamais sortie de mon esprit après. Là. Quand j'ai vu ce design-là, j'en revenais pas que dans les années 50, les gens allaient à l'épicerie avec des vaisseaux spatials comme ça. Là. Je trouvais ça extraordinaire. Alors, c'est resté. Ça, c'est la première voiture marquante. Au niveau de la voiture de tous les jours que tu conduis, quel genre de voiture que tu achètes en premier lieu? C'est une voiture de rêve ou c'est une voiture... C'est une voiture de cauchemar, moi, je dirais. Donc, c'est un peu une forme de rêve, mais d'une autre façon. Côté. Parce que ma première voiture à moi, ça a été une Chevrolet Citation 1983, brune. En fait, brun-rouille était 2 tons. C'était vraiment, non, c'était pas une très bonne voiture. C'est tout sauf de l'émotion, ouais, ça. C'était une grosse chevette avec moins de style. Leclerc Assurance, présentateur de la voiture de la semaine de Passion Auto Rétro. Leclerc Assurance et le programme Silverwell, votre voiture mérite ce qu'il y a de mieux.
Québec, on voit bien que le marché naturel de la motoneige, c'est le Québec. Donc, on se déplace du côté de la Beauce, à Guadeloupe. Exactement. Alors, on va parler de la marque Boaski qui aurait existé environ 10 ans, de 68 à 78. Pour situer les gens un peu du phénomène de la motoneige, en 67, dans un rayon de 160 km dans la Beauce, il existait 5 marques de motoneige. On avait Snow Prince, Snow Jet, Ski Roll, Motoski et Skidoo. Aussi, dans un cercle aussi, c'est... 10 ans plus tard, il y en avait une dizaine de plus. Fait que c'est pour te dire comment est-ce qu'il a poussé des compagnies de motoneige, mais qui n'ont pas duré longtemps. Évariste Boulanger, propriétaire d'un garage, décide de fabriquer une motoneige. Il dit, je suis pas plus fou qu'un autre, mais en faire une, moi, ici. Donc, avec du potentiel, ils se sont joints des gens comme Gérald Filteau et Émile Buisson, Clément Roy de la région, et ils ont établi une structure de production. Un premier prototype a vu le jour avec un phare en avant. Mais il ressemblait beaucoup à celui de Snowjet, donc ils n'ont pas eu le choix. Ils disent on va en mettre 2, faire différent des autres. Bien, l'idée était assez bonne quand même. Pour trouver un nom, Boaski n'existait pas. Ils ont fait un petit concours à l'école du village. Et c'est les élèves du coin qui ont trouvé le nom Boaski. Déjà en 68, on propose 6 modèles au public avec des prix variant entre 800 et 1100 $. À la fin de 68, 1350 unités ont été produites et 10 personnes de plus ont investi dans l'entreprise déjà. Si bien qu'on manque d'espace, on utilisera l'usine de Joseph A. Morin et il deviendra le président. Mais l'anecdote de ça, c'est que dans l'hiver suivant, sa présidence a été de courte durée car il s'est tué en motoneige dans l'hiver 70. Ouais, une triste histoire, malheureusement. En 69, on a 350 employés qui travaillent à l'usine et on compte déjà 1200 concessionnaires au Canada et aux États-Unis. C'est une des compagnies les mieux structurées avec Bombardier? À date, depuis qu'on parle de motoneige, oui. À la fin de 69, M. Giffen a acheté Boaski et dans la même année, il a acheté aussi Snow Prince et Motoski. C'est devenu la 2e plus grosse compagnie de motoneige au monde. Alors, c'est peu dire quand même. Et en 72, Giffen a vendu Boaski à All Sport en Ohio. La rumeur veut que Giffen, s'il n'avait pas fait ça, Boa aurait fermé. Bon, pour quelle raison, je ne sais pas. Il y avait le vent dans les voiles. Alors, au printemps 78, on a fermé les portes définitivement. Parce que All Sport, dans sa faillite, a amené avec lui la chaîne de tous les concessionnaires. Donc, la vente et la distribution étaient trop compliquées pour garder la compagnie ouverte à Guadeloupe. Et malheureusement, ça a été la fin. C'était la fin en 78. La semaine prochaine, on se transporte du côté de Sainte-Dorothée dans l'environnement de Laval. Oui, on va parler d'une marque, d'un nom qui va faire rire les gens. On va parler de la marque Snoro. Snoro. À la semaine prochaine. En 1958, Gratien Gélinas fonde la Comédie canadienne, le 4e théâtre à Montréal. La salle peut accueillir plus de 1000 spectateurs. On y présente principalement des pièces canadiennes, mais aussi des œuvres étrangères. En 1972, le théâtre ferme ses portes et laisse sa place au Théâtre du Nouveau Monde, encore actif aujourd'hui. Le 13 juin, le journal Le Devoir accuse le gouvernement Duplessis d'avoir spéculé sur des actions de la Corporation du gaz naturel du Québec qui aurait rapporté près de 20 millions de dollars à plusieurs ministres, conseillers et fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires d'Hydro-Québec auraient reçu des pots de vin afin de faciliter la vente du réseau de gaz à une compagnie privée dont certains propriétaires sont membres du gouvernement. Plusieurs personnalités politiques sont nommées dans les accusations, dont Antonio Barrett, Johnny Bourque et Daniel Johnson. Pendant 2 mois, Le Devoir publie quotidiennement sur cette affaire, baptisée le scandale du gaz naturel. Le gouvernement affirme que le journal a faussé les données et refuse de former une commission royale d'enquête sur l'administration de l'Union nationale. Fortement ébranlé par cette affaire, le premier ministre Duplessis meurt l'année suivante. David, de quelle façon tu as réalisé ton rêve pour découvrir cette voiture-là qui est quand même très rare?
qui correspond à des critères bien spécifiques, celui du film Christine. Tu l'as trouvé où? De quelle manière? Elle était sur les petites annonces sur Internet. Moi, j'avais déjà une voiture ancienne. C'est pas ma première. Là. J'en ai eu 2 ou 3, là, des voitures, toujours des produits Chrysler des années 50. Je les aime, celles-là, disons. Ils rentrent dans le cœur. Ouais, et j'ai toujours voulu en avoir juste une à la fois. Il n'a jamais été question d'en avoir plusieurs parce que ça coûte cher, ça demande beaucoup de temps. Bien sûr aussi parce qu'on ne sait plus quelle rouler, parce que l'entretien, ça demande. Il y a toujours une qui est négligée là-dedans. Exact. Alors, j'avais vu une petite annonce pour celle-là. Je m'en suis souvenu, restée en tête, elle était en Nouvelle-Écosse. Okay, donc à l'autre bout du pays, pas à Porte. Mais j'avais déjà une voiture. J'avais déjà eu une offre sur cette voiture-là, mais je voulais pas la vendre. Elle était en très bon état. C'est quelle sorte de voiture? C'était une Dodge Regent 1958. 2 portes hard-top aussi, un très beau modèle. Un beau morceau aussi. Mais comme je voulais vraiment juste en avoir une à la fois, à un moment donné, j'ai décidé de plonger puis d'aller chercher celle-là. Donc, en une semaine, j'ai vendu la Dodge et je suis allé chercher la Plymouth en Nouvelle-Écosse. Donc, j'imagine que tu y vas en autobus en Nouvelle-Écosse, en auto? Non, je suis allé avec mon père. Avec ton père? On est allé voir ça ensemble, puis j'étais prêt à revirer, c'est pas grave, si j'avais trouvé que la voiture était pas en assez bon état, ou j'étais prêt à revenir. La route, c'est pas ce qu'il y a de plus grave là-dedans, là. Mais finalement, en arrivant là, elle était pas en parfait état, bien sûr, mais on a négocié le prix, puis ça convenait, alors j'en ai fait l'acquisition sur place, là. Côté carrosserie, est-ce que c'était un peu ça? Oui, carrosserie, c'était pas quand mal bien. comme ça. Ouais, j'ai changé toutes les moulures sur le côté, puis quelques petits trucs ci et là. Mais carrosserie, c'était pas mal ça, mais tout le reste devait avoir beaucoup d'attention. Dis-moi donc, pour revenir avec la voiture, tu reviens sous son pouvoir, c'est quand même une bonne distance. Il y a un certain risque, pas de voiture neuve, peut-être de surchauffe. Vous êtes-tu revenu en auto? En fait, non. Le monsieur qui l'avait depuis plusieurs années, mais depuis à peu près 6 ans, il ne l'avait pas roulé. Lui, il avait 4 ou 5 vieilles voitures, que des produits Ford. Donc ça, c'était l'aberration dans sa collection. Petit mouton noir. Oui, et il s'en servait pas. Jamais, il la sortait pas, puis ça paraissait. Alors, j'ai pas pu revenir avec sur son pouvoir. Je l'ai fait livrer comme on fait livrer une pizza. Je l'ai acheté là-bas, puis je l'ai fait livrer. Une fois arrivé à Québec, la voiture est sur une plateforme, elle débarque. Est-ce qu'il y a des surprises qui arrivent? Est-ce que tu roules tout de suite la voiture dans la même année? Non, ben oui, j'ai roulé tout de suite la voiture dans la même année, mais parce qu'on a fait beaucoup de travaux à l'arrivée. Okay. Parce que dès le moment où elle est débarquée de la plateforme, j'ai eu la difficulté à la rentrer dans ma cour de garage. Là. Ça commence bien. Oui, bien, toute la direction était à voir. Une auto qui n'a pas roulé depuis 6 ans, qui a 60 ans, qui en plus, elle avait eu une restauration, pas amateur, mais un peu vite faite, je pense. Okay. Alors, les détails n'étaient pas au point. Et surtout avec un œil comme le tien qui connaît bien les voitures. Ouais, disons. Parce que plus on connaît la voiture, plus on devient difficile, plus qu'on voit les défauts. On est un peu fait de même. Exact. Là. Mais le pire, c'est que quand je l'ai eue, je m'étais dit, je fais le minimum. Moi, je veux la rouler comme elle est là. Il n'y a rien qui me dérange. Finalement, je l'ai pas mal restauré au grand complet parce que je suis pas capable. On n'est pas capable de s'arrêter. Les petits défauts, il faut tous les corriger. On est tous comme ça, je pense. Alors, là, elle est à point. Là, elle est à point, elle est très belle. Ouais. Du côté mécanique, tu disais qu'il y avait beaucoup de pièces à changer. Est-ce que moteur de transmission, c'était simple, ça? Oui, moteur transmission, c'était généralement pas mal. En fait, la transmission était déjà très bonne. Le moteur, il a fallu travailler dessus un peu. Il y avait des fuites d'huile un peu partout. Il tournait pas bien. Ça a 2 carburateurs, 4 barils. Okay. Quand je l'ai eu, il y en avait un qui était débranché. Et celui qui était branché marchait pas. Il marchait pas bien. Ouf, okay. Alors, il a fallu tout faire ça. Là. C'est sûr que côté mécanique, il y a eu beaucoup d'investissement de temps et de sous. Mais côté pièces, pour le reste, là, pour ce qui est de carrosserie, tout ça, le problème avec ces modèles-là, c'est qu'il n'y a pas de pièces en reproduction. Donc, là, il faut vraiment faire des recherches en profondeur, trouver le véhicule qui est en quelque part bien loin que la pièce que tu veux. C'est toujours le cas, c'est ça. Il faut toujours trouver un peu mieux, mais usagé, ou presque, là, parce qu'il y a pratiquement personne qui refait des pièces pour ces autos-là. Fait que c'est assez ardu. Est-ce que tu as des pièces que tu n'as pas trouvées, qui restent encore à trouver sur le véhicule? Bien là, maintenant, au point où elle est là, très peu. Il faut dire aussi que de toute façon, moi, j'avais déjà une collection de pièces, parce que comme c'est mon 4e véhicule de ces années-là et de cette marque-là, j'avais accumulé des pièces au fil du temps. C'est interchangeable. Donc, j'ai pigé pas mal dans ma collection pour celui-là, par exemple. Là, mais j'avais déjà une bonne collection de pièces. Là. Ça aide. Ça aide beaucoup. David, parle-moi là un peu de design. C'est une voiture qui est très esthétique, très belle, en avant de son temps pour l'époque. Ah oui. Elle est très bien dessinée. Parle-moi là un petit peu de la recherche qu'il y a en arrière de l'ingénierie de cette voiture-là. Absolument. D'abord, moi, c'est ce qui m'attire vers ces autos-là, c'est le design. Elles sont très particulières parce que Chrysler avait mis beaucoup d'efforts en 1957 pour
couper les jambes de la compétition puis arriver avec des modèles très avancés. En fait, ils sont arrivés avec des modèles très avancés qu'ils sont sortis un peu trop tôt avec ces modèles-là, qui étaient en réalité destinés pour une sortie en 1960. Le but, c'était un peu de dépasser GM. GM, à l'époque, était toujours un peu en avance. Les autres suivaient GM. Chrysler s'est dit, là, on va faire le pas en avant. C'est un peu ça qu'ils ont pensé. Exactement, exactement. Ce qui fait que les voitures étaient beaucoup plus basses que la compétition. On parle de plusieurs pouces plus bas. C'est pour ça que ces autos-là ont des barres de torsion pour la première fois, pour permettre de tout descendre la carrosserie. Donc, il y a plusieurs innovations particulières. Les toits très, très, très minces, très effilés. Les ailerons arrière, évidemment, qui sont des caractéristiques particulières des Chrysler de ces années-là. Et ça a tellement fait mal à la compétition que c'est ce qui explique que chez GM, par exemple, on va sortir les modèles 1958 et on va même pas les récupérer pour 59. C'est des modèles d'une année seulement. En 59, GM a tout mis à la poubelle, ce qui devait sortir, puis ils ont refait des designs complets. Pour être certain de ne pas perdre la tête. Exact. J'ai mon voyage. J'ai un grand dessinateur qui a dessiné cette voiture-là, qui était très, très réputé à l'époque. Absolument. C'est Virgil Exner, qui était le chef designer chez Chrysler. Et pour sortir les modèles 57, la compagnie avait décidé de lui confier entièrement le design de toutes les lignes, donc tous les modèles Chrysler cette année-là. Et ça a donné ces véhicules-là. Présenté par Banlieue Ford de Saint-Apollinaire, récipiendaire du prix du président de Ford Canada pour la 6e année consécutive. Edsel Bryant Ford, le seul fils d'Henry, est né le 6 novembre 1893. Il va marquer l'histoire de la compagnie à sa propre façon. Edsel Ford a été élevé dans l'optique d'assurer l'héritage de la famille et prendre en main la compagnie. Dès son plus jeune âge, il bricole des voitures avec son père. Fréquentant les meilleures écoles, Edsel est admis à la Hotchkiss School à Lakeville, dans le Connecticut, et a étudié à la Detroit University School. La famille a régulièrement fait des dons à ces écoles et la bibliothèque de Hotchkiss se nomme depuis ce temps la Edsel Ford Memorial Library. À 22 ans en 1915, il devient le secrétaire de son père et il épouse, un an plus tard, Eleanor Tley, nièce de la compagnie Hudson. Ils auront 4 enfants, Henry Ford II, Benson, Joséphine et William. Edsel porte dès le départ un plus grand intérêt que son père pour le design et le style des automobiles. Ce penchant sera nourri aussi par le rachat de Lincoln en 1922. Edsel commence à confronter de plus en plus souvent son père Henry, car celui-ci ne veut pas moderniser la Ford Model T. Et les ventes vont aller en baissant année après année. Henry s'est même montré virulent avec son fils lorsque ce dernier insistait pour moderniser son approche. Mais Edsel a quand même réussi à introduire de nombreux changements durables. La conception du modèle A est donc débutée. Henry assure la fiabilité et la qualité mécanique. Edsel prend la responsabilité du design et des nouveautés. Il inclut ainsi les freins aux 4 roues et des soupapes latérales. Le pare-brise incassable et une qualité de finition supérieure pour l'époque vont faire du modèle A un grand succès, avec plus de 4 millions de ventes en 48 mois. Plus tard, Edsel sera aussi responsable de la commercialisation des Lincoln Zephyr et Continental, des divisions Ford d'Europe et de l'introduction des freins hydrauliques. Edsel décède des suites d'un cancer de l'estomac le 26 mai 1943, à l'âge de 49 ans. C'est son fils, Henry Ford II, qui lui succédera. Edsel Ford a réussi à moderniser la compagnie et à changer l'image de marque de Ford. La semaine prochaine, les années 50. David, la Plymouth Fury 58, c'est également une grande vedette de film. C'est un film qu'on a vraiment presque tous regardé. Ah, absolument, c'est sûr. Puis je dois dire que là, je vais peut-être choquer quelques personnes, mais
Moi, j'ai trouvé que c'est pas un très bon film. Mais j'ai été marqué par l'auto. Oui. J'ai été Mais marqué c'est ça. par le look de cette voiture. Dans le fond, les gens aimaient ça. Oui, Ce c'est côté sûr. un peu machiavélique, Oh, oui, la exact. voiture. C'est devenu un film culte, clairement. Là. Il y a des gens qui connaissent les répliques par cœur. Mais c'est un film des années 80 et ça paraît. Mais ça a vraiment on le sent marqué. aujourd'hui. Oui, Ouais. ça a vraiment marqué. Et je pense que ça a permis de rendre ces autos-là pas mal plus populaires parce que dans les années 80, là, les Chrysler des années 50, personne ne voulait refaire de ces autos-là. Chevrolet 57, 58, ça a pas mal toujours été populaire. Oui, Il y a certains modèles de Ford aussi. Mais les Chrysler des années 50, ça prend des gens dédiés pour s'y consacrer, mais la Plymouth est populaire. Puis à cause du film. À cause du film. Mais aussi, quand même, le design. Oui, bien sûr, Le design bien qui est sûr. très agréable. Ouais. Dans la vie de tous les jours, David, qui est ta voiture, est-ce que tu en profites? Tu vas-tu travailler un peu avec? Tu te promènes dessus un peu? Oui, moi, je suis quelqu'un qui ne court pas beaucoup les expositions. Pas que j'aime pas ça, mais je préfère rouler avec ces autos-là. Et celle-là, ben moi, j'aime ça aller faire des courses avec, aller me promener avec normalement. Pas comme si c'était complètement une auto de tous les jours, mais presque. Et c'est ça que je trouve agréable avec ces voitures-là. Sinon, juste m'asseoir derrière puis regarder l'auto, c'est pas mon... Moi, j'aime pas ça. Il nous manque comme un petit feeling. C'est sûr qu'il y a un thrill d'avoir le volant, d'entendre le moteur, de se promener avec ça, de regarder les gens nous regarder. Il y a un feeling qui vient avec. Oui, moi, je trouve ça très drôle parce que c'est des designs un peu particuliers. C'est vraiment un vaisseau spatial qui flash beaucoup, là, il faut le dire. Là. Alors, je trouve ça drôle de faire la vie de tous les jours avec une auto comme ça. Moi, ça me fait rigoler. Ça sort des sentiers battus. Disons oui, mettons. Merci beaucoup, Ça David. me fait grand plaisir. Très gentil. Ça me Merci. fait plaisir. Cette semaine, on se déplace du côté du 21e Gala d'élégance. C'est un gala organisé par les Belles Autos d'hier, dans un site vraiment enchanteur, tout près du manoir Montmorency, avec l'île d'Orléans tout en face. On y retrouve des muscle cars, des grands classiques, des hot rods. On en a vraiment pour tous les goûts ici. Mais cette année, pour la 21e édition, c'est vraiment une édition spéciale. Imaginez-vous que le club Hudson Essex est parti des États-Unis pour monter jusqu'ici à Québec. C'est la première fois en près de 60 ans que le club fait son congrès en dehors des États-Unis. Donc, sans perdre un instant, je vais aller rejoindre l'organisateur de cet événement, M. Gary Lynch. Bonjour, M. Lynch. Bonjour, bonjour. Bravo pour cet événement vraiment unique. C'est la première fois que le club Hudson Essex vient au Canada. Oui, le club Hudson Essex Terraplane, il ne faut pas oublier, c'est la première fois qu'on est rendu au Canada en 60 ans d'histoire qu'il y a un régional de l'Est. Comment vous avez fait ça, là? Bien, au début, pour avoir un régional, pour obtenir un régional dans le club Hudson, il faut avoir un chapitre. Puis un chapitre, là, il n'y en avait pas au Canada. Il y a plusieurs membres qui ont essayé depuis des années d'en avoir. Mais en 2010, j'ai réussi l'expo avec des amis. Et puis, depuis ce temps-là, en 7 ans, là, on est rendu à peu près une trentaine de membres du Québec, malgré qu'il y a 50 autos. Et avec tous ces autos et tous ces membres, bien, on a réussi à faire un chapitre. Bravo. Puis comment on a fait pour intéresser les Américains à venir faire un congrès à Québec? Bien, j'ai fait beaucoup de promotions en tant que directeur de l'Amérique de l'Est, ça, c'est-à-dire de la Floride jusqu'au Canada. Je suis le premier Canadien qui est directeur de la région de l'Est dans le club Hudson en 60 ans d'histoire. Et en étant directeur, on peut choisir la région et la ville. Et donc, moi, j'ai choisi le Canada, j'ai choisi la ville de Québec, la plus belle ville au Canada. Et ils ont répondu en grand nombre parce que moi, avec mes promotions que je fais là-bas, toutes les villes, toutes les régionales, toutes les internationales, j'y vais toujours représenter la province de Québec et mon chapitre. Et je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de contacts. Et quand c'est venu à mon tour de décider, je leur ai dit que mon choix c'était ici. Ils ont accepté immédiatement. Les Américains ont capoté sur la ville, sur les gens, l'aspect européen de tout ça. Alors, ils se sont donné en grand nombre le mot pour venir ici. Et puis, ils ont répondu. On a battu un record canadien avec 27 autos Hudson. Le record précédent était de 17 en Ontario, 12 en Alberta. Ici, 27, croyez-le ou non. Un gros bravo. Et merci pour la Ville de Québec de nous avoir présenté ces gens-là qui ne nous connaissaient pas. Merci beaucoup, monsieur. Je
suis présentement en compagnie du président des Belles Autos d'hier, M. Gilles Allard. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, M. Fortier. Encore une fois, un succès. 2 jours de beau temps, du monde à profusion, des belles voitures, des nouveautés. On a tout ce qu'il faut pour une belle recette cette année. Oui, et j'en suis très fier. Ça, c'est grâce à tous les bénévoles, à tous nos partenaires et bien sûr Dame Nature qui est de notre bord. Monsieur Allard, à chaque année, vous donnez des trophées coup de cœur. Cette année, on a la chance d'avoir le trophée Télémag. Oui, c'est en plein ça. C'est un peu pour vous remercier de l'association qu'on a ensemble depuis plusieurs années. Et cette année, ça va devenir un événement à chaque année qu'on va demander à quelqu'un de Télémag de choisir son coup de cœur pour Télémag. Un gros merci au nom de toute notre équipe. On est vraiment fiers d'avoir notre trophée ici. Il y a des gens qui me posent la question souvent aussi qui n'ont pas de voiture antique, s'ils peuvent devenir membres. La réponse, c'est oui. Oui, parfaitement. Que vous n'êtes pas obligé d'avoir un véhicule antique pour devenir membre. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez le cœur d'aimer les voitures antiques. Vous avez les mêmes avantages qu'une personne qui a un véhicule antique. Monsieur Allard, vous pouvez même aider des membres qui n'ont pas de voiture, les conseiller avec toute l'expertise que vous avez autour de vous, là. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein la place. Quand quelqu'un est membre, il participe aux activités, même s'ils n'ont pas d'auto. Ils peuvent nous suivre n'importe où et ils peuvent avoir beaucoup de conseils des membres qui sont là. Encore une fois, bravo pour l'activité de cette année. Puis on se donne un rendez-vous l'année prochaine, Monsieur Allard. Et merci de faire partenaire avec nous. C'est ce qui conclut notre visite du 21e Gala d'élégance. Pour l'année prochaine, 2018, un petit scoop, c'est en juin, vers la fin du mois de juin. Surveillez ça sur le site web desbellesautosdhier.com. Cette chronique est une présentation d'Expérience Course Vintage. Sensation forte, adrénaline garantie. C'était Éric Fortier. Bien, j'espère que vous avez apprécié au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le Groupe Network. Trouvez vos pièces de restauration pour votre muscle car sur groupenetwork.com. Et Leclerc Assurance et le programme Silverwell. Votre voiture mérite ce qu'il y a de mieux.